Et ce matin, on a décidé de revenir sur l'efficacité de tous ces produits considérés comme des médicaments anciens, des médicaments traditionnels. Ces médicaments qu'on trouve en pharmacie, souvent au rayon des plantes. Notre spécialiste de la consommation et du bien-être est allé en repérer quelques-uns sur place. Vous nous les avez apportés ce matin dans ce studio, Isabelle Quenin. Alors, on va les tester et vous allez nous dire à quoi ils peuvent servir, surtout s'ils sont efficaces. On va commencer avec ce sirop de choum qui est très connu. Moi, que je ne connaissais pas à titre personnel, mais Sophie, vous le connaissiez. Oui. Le sirop de choum, c'est pour le foie. Alors, il y avait un slogan publicitaire. Alors, il faut bien déjà vous situer le produit. On est en 1903 quand on décide de commercialiser ce sirop à base de plantes avec un slogan publicitaire. Je pense qu'ils auraient pu trouver mieux, mais c'est quand même assez parlant. Qui trop abuse, choum boira. Ah voilà. Alors, donc, pour combattre les excès. Il y a une. Alors, déjà, vous savez, typiquement, le sirop choum, ça répond à « Oh, je suis barbouillé ». Quand vous êtes un peu barbouillé, on se dit qu'il faut relancer des fonctions de l'organisme qui sont un petit peu en panne, donc le foie, le pancréas, et donc on va leur donner un petit stimulant, et c'est toutes les plantes qui sont contenues dans le sirop choum qui vont avoir ce rôle. Donc, ça sent fort les plantes, c'est vrai. Alors, ça sent aussi un peu la menthe. Ils ont fait évoluer un peu la formule, parce qu'en 1903, la formule, elle était imbuvable. Ça date de 1903 Ça date de 1903. Donc, ils ont rajouté un petit peu de menthe poivrée qui donne ce goût un peu plus facile à avaler. La posologie, elle est toute simple. C'est 4 cuillerées à soupe 1 à 2 fois par jour jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu moins barbouillé. Ça a commencé à être industrialisé, donc c'est devenu vraiment une vraie production en 1930 dans un atelier à Vanves. Et donc, donc il y a cet arôme de menthe, mais vous allez pouvoir trouver de la fumeterre, de la bugrane, de la Piscidia erythrina. Enfin bref, des plantes connues pour faciliter les fonctions d'élimination digestive et rénale. Donc ça aide déjà à produire de la bile, ça soutient votre foie et ça aide vos reins à éliminer tout ça. Sophie, vous venez de goûter, vous venez de faire la dégustation. Ouais, ça va. C'est vrai on sent bien la menthe poivrée, qui est bien pour les nausées, la menthe poivrée. Il y a un peu d'alcool dedans, non? Non, pas du tout. Ce sont quand même des produits qui sont assez anciens et il y a de l'alcool dedans. C'est pour ça qu'on dit. On ne le sent pas ici. À consommer. C'est pas de l'alcool pur quand même. C'est ça. Elle en boit tellement, Sophie, que quand elle Sophie, alors pas du tout. Non, c'est très doux quand même. On pourrait peut-être lancer le cocktail de la rentrée. Ce serait du choum avec de la glace pilée. Je suis pas sûr. Mais en revanche, vous savez que alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que cette bouteille que vous voyez là est une bouteille qui a été relookée au niveau du packaging. Ils ont fait des efforts parce qu'avant vous aviez une bouteille toute bête, beaucoup plus grande, qui n'avait aucun signe un peu glamour. Là, on sent qu'elle est un peu plus moderne, un peu plus effervescente. Ouais, mais il y a un côté très ancien, y compris dans l'étiquette, etc. Ouais. Tous les médicaments dont je vais vous parler aujourd'hui ont tous fait appel, donc ont tous retenu l'histoire du médicament sur l'étiquette. Vous le verrez tout à l'heure avec l'essence algérienne, où on continue d'avoir sur l'étiquette et sur la boîte la photo de la fille du pharmacien qui avait inventé ça. Perdurer la tradition. Et bon, alors en un mot, ça marche ça, choum ou pas? Oui, ça marche. Oui. Très bien. Ça marche parce que vous avez des plantes, parce que vous avez de la menthe, parce que bien sûr, quand vous allez boire ça, c'est que franchement, vous n'êtes pas au mieux de votre forme. C'est contre les excès, ça va bien. Donc ça va venir compléter ce qu'on appelle nous maintenant de la détox, mais avant on appelait juste ça de la diète. C'est sûr que quand vous n'êtes pas très en forme, que le foie va pas, qu'on est vraiment barbouillé, vraiment ça aide. Mais ça aide comme Rickless qui faisait les pastilles. Oui, les petites pastilles, tout ce qui est à base de menthe. En fait, ça va vous aider. Et surtout, comme d'autres médicaments que vous connaissez, on connaît l'oxyboldine qui est le plus récent, mais vous avez le citrate de bétaïne. Et là, bien sûr, on est dans la même idée. Voilà, on va relancer notre foie qui est un peu fatigué. C'est pas tellement le foie, c'est que ça fait une chasse biliaire. C'est-à-dire qu'il y a de la bile dans la vésicule biliaire qui reste là. Et quand on est barbouillé, elle reste là. Et là, brusquement, ça fait une chasse biliaire. Et c'est ça qui entraîne la sensation. Alors, on vous dit juste de faire attention parce que dans les effets indésirables, si tout à coup vous vous sentez très très barbouillé et que vous allez au-delà de la posologie dont je vous parlais, 4 à cuillerées à soupe réparties dans la journée, vous risquez d'avoir des problèmes de diarrhée. Donc la chasse biliaire, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop présente. On va rester dans le même domaine, Isabelle, parce que là vous nous avez amené des dragées Fuka. Oui, alors Fuka, pourquoi? Alors, c'est un vieux produit aussi. Alors, c'est un vieux produit. C'est un produit qui date des années 30. Avant, on les vendait dans une boîte qui ressemblait un peu à une boîte à cigares. Il y avait à peu près 50 pastilles à l'intérieur. Donc c'est un médicament, un traitement à base
de bourdaine et de cascara, c'est donc un laxatif. Et celui qui a fait énormément de bien au dragée fuca, ça a été Coluche, qui en parlait dans un sketch, la dragée fuca. Alors c'est sûr que bien sûr, ça a relancé une fabrication qui continue. Donc alors attention, là aussi, ça peut provoquer des réactions un peu allergiques. Ce sont un peu des médicaments bruts de décoffrage, mais ce sont des médicaments qui fonctionnent. Et il y a toujours un public, c'est-à-dire que quand vous allez dans la pharmacie, ils n'ont pas besoin de les commander, vous les avez en rayon. Automatiquement, ça fonctionne très bien. Alors, c'est l'un des plus récents, puisque là, on est dans les années 30, on est 1930, et c'est peut-être le packaging qui fait le moins appel à l'histoire. C'est un peu neutre. On dirait une boîte de médicaments assez classique. Voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'on a pensé que les gens à la caisse n'avaient pas envie qu'on voit qu'ils avaient des problèmes de constipation. C'est possible. On enchaîne avec la jouvence de l'abbé Souris pour les jambes lourdes. Alors, l'abbé Souris, il a vraiment existé. On n'est pas dans le marketing. Il s'appelait Gilbert Souris. C'est lui qu'on voit sur l'emballage du médicament, d'accord. Alors, il s'appelait Gilbert Souris et c'était le deuxième d'une famille de 4 garçons. Et vous savez qu'à cette époque-là, on est dans les années 1750, il y en avait toujours un qui partait, il y en avait un qui gardait les terres, l'autre qui partait pour l'armée, et le troisième qui partait même s'il n'était pas consentant, et on en faisait un homme d'église. Si ce n'est que lui, il avait une passion, c'était les herbes, les plantes médicinales. Et alors avec un autre abbé, parce qu'au début, c'était pas la jouvence de l'abbé Souris, c'était la tisane des 2 abbés. Il y avait un autre abbé qui s'appelait l'abbé de la Rue, et ils s'étaient mis tous les deux à imaginer de cette concoction qui était un excellent vénotonique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va soulager les jambes enflées, les jambes un petit peu lourdes, c'est décongestionnant. C'était donc vraiment quelque chose qui était, qui fonctionnait très très bien. Alors ça lui a sauvé la vie à cet abbé Souris, puisque bien sûr, il a refusé de prêter serment pendant la Terreur. On l'a mis à la Bastille et on lui a évité la guillotine. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il savait soigner. Donc on s'est dit, c'est quand même bête de se priver de quelqu'un de capable. Donc il a traversé comme ça, il a survécu au geôle révolutionnaire et il est mort de sa belle mort. Et quand il est mort, la formulation est revenue à sa famille. Ça a été en quelque sorte son héritage. Et en fait, c'est son arrière-petit-neveu qui a commencé à le fabriquer de façon industrielle. Mais le petit-neveu, il s'est dit, la tisane des 2 abbés, on s'en fiche puisque l'abbé de la Rue, personne ne le connaît. Et donc il appelait ça la jouvence de l'oncle, la jouvence de l'abbé Souris, qui marche énormément. Alors si ce n'est que pour les jambes lourdes. Voilà, je voulais apporter en sirop. Là maintenant, c'est un peu plus facile au niveau de l'absorption, de la consommation. Maintenant, quand vous l'achetez, ce sont souvent des femmes d'ailleurs qui ont ce problème de jambes lourdes. Elles préfèrent le prendre en comprimé. D'accord. Vous nous avez amené aussi l'eau de bouche Boto avec pareil une bouteille très vintage là. Alors c'est une bouteille très vintage parce que là aussi c'est Louis XV. Donc là c'est comme l'abbé Souris, c'est les 2 médicaments les plus anciens. C'est la première fois qu'on mettait au point un produit censé soulager, parce qu'évidemment il n'y avait pas les dentistes, on arrachait. On arrachait les dents, on les soignait pas, les caries, une fois que c'était trop, on arrachait la dent. Donc c'était la première fois que pour Louis XV, son médecin avait décidé de mettre au point ce premier lavage buccal. Donc c'était pour soulager les douleurs dentaires de Louis XV. C'est son médecin personnel, Philippe Boto, qui a décidé de mettre ce produit au point en lui disant, et donc Louis XV, comme nous, quand il voulait faire un petit rinçage et avoir une meilleure haleine, parce qu'à cette époque-là, effectivement, l'hygiène était pathétique, les caries, il y en avait partout, donc ça sentait épouvantablement mauvais. Donc pour pouvoir continuer à séduire, il versait quelques gouttes dans un verre d'eau et il se rinçait longuement la bouche. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'en voulant juste parfumer la laine, on arrivait à avoir une fonction antiseptique qui était quand même pas mal parce que Louis XV... Donc ça marche pour l'hygiène buccale et pour se rafraîchir la bouche. Ça marche toujours. L'essence algérienne. Alors, l'essence algérienne, ça je vous disais, on est aussi en 1905. Alors, l'essence algérienne, elle vient d'Alger. Pas du tout. Elle vient du Pas-de-Calais. Elle vient de Berck-Plage. On est en 1903. Il y avait un piège. On est en plein dans la mode de toutes ces décorations qu'on retrouvait dans les maisons, de tout cet exotisme et tout. Et c'est un pharmacien qui décide de soigner sa fille qui avait une coqueluche et une bronchite. Et donc, il lui a fait faire, à base de ça, à base d'eucalyptus, qui est quand même l'essentiel de l'essence algérienne. Il a fait des fumigations. Les fumigations ont humidifié un petit peu l'air, bien sûr, parce que la coqueluche, cette quinte de toux, bien sûr, c'était souvent, on appelait ça le crou, je crois, c'était les maladies, les quintes de toux à répétition. Et donc, le crou, c'est autre chose, c'est la diphtérie. Alors voilà, mais c'était mais c'était terrible. Et on n'arrêtait pas de tousser en fait. On n'arrêtait pas de tousser, on étouffait. Il fallait enlever les membranes qui bouchaient. Enfin, c'était l'apocalypse. Et en humidifiant donc l'atmosphère, on s'est rendu compte que ça pouvait soulager dans ces maladies-là. Ça, pareil, ça c'est pour des inhalations et ça marche bien. Ça marche très bien. Et vous avez sur la boîte la photo.
la photo de la fille du pharmacien 1903, celle qu'il a sauvée avec l'essence algérienne. Donc fumigation et inhalation, ça marche très bien. À base d'eucalyptol, de menthol et de gaillacolle. Exactement. Quand on a le nez bouché, il suffit d'en mettre une goutte et on respire. Vous pouvez en mettre. Alors, quand les enfants. Alors, ça dégage. Quand ils ont le nez pris, vous en mettez un petit peu. Goûter, Sophie. Pas goûter, j'ai sur l'oreiller. Sur l'oreiller, vous mettez 1 ou 2 gouttes sur l'oreiller et ça permet de déboucher le nez pendant la nuit. Et quand vous avez des atmosphères de maison trop sèches, vous en mettez un petit peu ou dans un diffuseur d'huile essentielle ou alors tout simplement sur une coupelle, sur un radiateur, et vous allez voir que ça réhumidifie. Voilà. Et j'ai aussi le synthol. J'ai le temps de faire le synthol. Bien sûr, allez-y. Le synthol a été en rupture, c'est-à-dire qu'on ne trouvait plus de synthol, on en trouve. Et synthol, eux, alors ils se sont mis vraiment. Donc là aussi, synthol, ça fait du bien là où ça fait mal. Ça a été créé en 1920 par un pharmacien d'Orléans, Paul-Ernest Roger. Avec une odeur bien particulière aussi. On l'utilisait en bain de bouche ou en application sur la peau, avec des compresses ou pas. Ça soulageait les ecchymoses. C'était un peu comme l'arnica. Quand on prenait un coup, alors une petite piqûre d'insecte. On n'oublie pas que c'est réservé aux enfants de plus de 7 ans. Et alors là, c'est les plus modernes parce que vous allez ouvrir le petit. Je vous ai pas porté la bouteille de synthol que l'on connaît. On la connaît Ils se sont mis à un truc plus moderne. C'est un peu comme les déodorants. Il y a une bille, un roll-on là. Comme ça, comme un déo. Exactement. Ça évite de trouver une compresse. Ça évite de trouver tout ça. Et on se met ça où? Directement sur la peau? Alors directement sur la peau. Là où vous avez pris là où ça fait mal. Un bleu. Vous avez un bleu. Vous cognez. Vous passez ça. C'est un peu comme l'arnica. Ça va aider donc atténuer et la douleur. Oui. Il y a un côté un peu révulsif. Et puis vous avez piqûre d'insectes, moustiques et tout ça. Vous passez un petit coup de synthol. Ça fait toujours du bien là où ça fait mal. C'est en rupture. On n'en trouvait plus dans les pharmacies. On en retrouve. Et donc c'est pas inintéressant parce que ce sont ceux qui se modernisent le plus. À mon avis, la jouvence de la bisourie, on va le trouver en petites billes comme ça aussi parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc voilà. Et les pastilles Valda. Pastilles Valda, ça je savais pas que ça existait encore, dis donc. Alors, Valda. Mais oui, quand on disait crache ta Valda. C'est ça. C'est parce que les gens mettaient un petit peu de temps à parler. Et alors là, je vais vous la retrouver tout de suite, mais je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Moi, je l'ai goûtée alors pendant ce temps-là. Oui, prenez une pastille Valda. Bon, alors là aussi, ça date de 1904. C'est drôle, comme le début vieil du emballage siècle. encore. Ils ont gardé le vieil emballage. Donc là aussi, c'est un pharmacien. Et alors, tous les pharmaciens, ils essayaient tous, parce que c'était la fortune, de trouver le produit qu'ils allaient pouvoir commercialiser, fabriquer, dupliquer. Henri Edmond Cannon, donc il a inventé cette petite pastille. C'est une pâte molle à base de menthol, eucalyptol et thinol, bien sûr enrobée de sucre, qui faisait toute la saveur de la pastille Valda, parce que les gamins, ils adoraient. C'était un bonbon. Et donc ça dégage le nez et ça apaise la gorge. Et ça aussi, il y a toujours la boîte vintage. Et c'est quand même plutôt joli d'avoir ça dans son sac quand on a mal à la gorge et tout, de sortir un de ces produits. Et en plus, ça fait parler. Et justement, nos médecins qui sont autour de la table. Et crache ta Valda. Il vient de cracher sa Valda. Professeur Françoise Forette, Martine Pérez, vous les conseillez en tant que médecin tous ces médicaments? De toute manière, ils ne font pas de mal. Non, si ça fait du bien, sûrement. Voilà. Et ce qu'on sait en tout cas à propos des pastilles Valda, c'est qu'en fait, ce qui permet de nettoyer la gorge quand on a un rhume ou quand on a la gorge, c'est la salive. Ça vous permet de saliver et donc ça vous permet d'éliminer les microbes. Donc c'est en particulier la Valda. C'est très bien quand on a mal à la gorge et c'est très agréable.